Paracelse disait: La nature est une lumière qui luit beaucoup plus que la lumière du soleil, au-dessus de tout regard et de toute puissance des yeux, et dans cette lumière, les choses invisibles deviennent visibles. Le laboratoire est celui de la nature, et Paracelse exhorte ses élèves à l'appréhender. Sortez donc dans la nature, disait-il, couverte d'une voûte unique, où les apothicaires sont les vallées, les prairies, les montagnes et les forêts, qui toutes nous donnent les provisions pour nos pharmacies. L'alchimie qu'il déshonore et prostitue n'a qu'un but: extraire la quintessence des choses, préparer les arcanes, les teintures, les élixirs capables de rendre à l'homme la santé qu'il a perdue. On peut voir ici cette teinture végétale d'un vert lumineux qui est extrait en fait de l'ortie, tout simplement, et on peut reconnaître à travers cette teinture la vision des anciens qui considéraient que la teinture était vivante puisqu'en réalité elle représentait l'âme et l'esprit du composé. L'âme étant symbolisée directement par la couleur huileuse, qui concerne cette plante, et le mercure, eh bien, considérant ici le menstruum qui est utilisé, le dissolvant, généralement donc de l'alcool ou éventuellement un acide faible. Quant au corps de ce composé ternaire, eh bien, il est obtenu par la calcination même de la plante. Cette calcination nous donnera une cendre qui s'éclaircira au fur et à mesure évidemment du chauffage, et ensuite on pourra extraire par lixiviation, par lessivage donc des cendres, et par cristallisation subséquente les sels d'un blanc cristallisé. L'aspagérie ne se limite pas au travail dans la voie végétale. On travaille également sur les minéraux et sur les métaux. Voici ici des quintessences métalliques d'or, de cuivre,
d'étain, d'antimoine. Paracelse nous livre que le feu spagyrique sépare le vrai du faux. La spagyrie, c'est la voie thérapeutique qui se dégage de l'alchimie. Extraire en fait les principes essentiels des trois règnes, végétal, minéral, animal, les purifier séparément et ensuite les recombiner harmonieusement. Paracelse, qui vécut au début de la Renaissance, était un médecin doublé d'un grand alchimiste. Et c'est à ce titre qu'il fut tout à fait à même de transposer fidèlement les lois alchimiques dans le domaine médical. Il innova donc le terme de spagyrie, qui vient de spao en grec, qui signifie extraire, et d'agéro, qui veut dire rassembler. Donc il appliquait en cela le dissous et coagule des alchimistes. Et il permit donc la réalisation de quintessences, de magistères, d'arcanes, qui étaient tout en fait des médicaments d'origine parfaitement naturelle. On peut considérer que la transmission de la voie alchimique s'opère en réalité de deux manières conjointes. D'une part, par l'abondante littérature alchimique qui fleurit depuis des siècles, et puis aussi et surtout par la transmission directe donc de maître à disciple, comme Fulcanelli transmis donc directement à son disciple Eugène Cancelier, et comme moi-même donc j'ai reçu en fait en grande partie le message d'Eugène Cancelier lui-même. La Bible et d'autres textes sacrés religieux n'ont cessé d'adresser des louanges à la rosée céleste et d'en vanter les vertus. Et pour Paracelse, cette inestimable condensation était issue de l'exsudation des étoiles, donc de la transpiration des astres. Selon les anciens, elle véhiculait l'esprit du monde, le fameux spiritus mundi, que nous qualifierions aujourd'hui volontiers d'énergie cosmique. La rosée matinale doit être évidemment très pure. Elle est soigneusement collectée au printemps, en lune croissante, à l'approche de la pleine lune, ce qui ne manque pas d'un certain charme bucolique, ainsi qu'en témoigne la fameuse planche du Mutus Liber. De cette précieuse rosée, grâce à un artifice soigneusement occulté par de la lésante, le spagyriste et l'alchimiste peuvent en extraire un sel blanc aux vertus thérapeutiques certaines. Après avoir laissé fermenter la précieuse rosée, dans des conditions bien particulières décrites par les anciens alchimistes, on procède à sa distillation qui va nous révéler en fait le sel de la rosée qui sera un des participants essentiels du grand œuvre alchimique. Le grand œuvre alchimique, par voie sèche, c'est-à-dire en utilisant un creuset en terre, se divise donc en trois phases. Et le premier œuvre est tout à fait comparable à la lutte du chevalier contre le dragon étant ici identifié à la matière choisie par l'alchimiste. Le premier œuvre comprend trois purifications de la matière marquées par des liquations successives. Il s'agit en fait de faire intervenir le sel des philosophes, expression de l'esprit cosmique, le spiritus mundi.
Première liquation correspondant à l'obtention d'un premier mercure avec le caput mortuum, la tête morte ou la tête de corbeau des ouvrages alchimiques. La seconde liquation. Ici, le mercure s'est purifié et l'on voit également apparaître une matière verte, huileuse, grasse et caustique. Il s'agit ici de l'émeraude des philosophes. Dernière liquation ou purification qui se termine par l'obtention de l'étoile, la fameuse étoile de Compostelle. On a souvent comparé le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle au grand œuvre alchimique. Ainsi, l'alchimiste Nicolas Flamel nous dit qu'il accomplit ce pèlerinage. En réalité, l'alchimiste, lui, vit les étapes qui mènent donc à l'étoile du compost, un peu comme le pèlerin se rend sur les chemins de Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques semble contenir le mercure alchimique. Ainsi, les pérégrinations du pèlerin se rendant à Saint-Jacques sont tout à fait comparables aux étapes qui jalonnent le travail alchimique. Le second œuvre porte le nom des aigles, ou sublimations. Mais ce sont des sublimations tout à fait particulières qui n'ont rien à voir avec sublimation chimique. En fait, il faut faire voler l'aigle, c'est-à-dire faire remonter de la couche inférieure de notre préparation le germe métallique de la pierre philosophale par les couches successives. En fait, par les montées et descentes du mercure, ce germe se retrouvera hissé jusqu'au niveau supérieur. Cette naissance permettra l'obtention donc de l'embryon métallique de la pierre philosophale, qui incarne parfaitement l'hermaphrodite des allégories des ouvrages alchimiques. Après la 7e ou 9e aigle et l'obtention de la matière au blanc, le lion vert a cédé son sang au lion rouge et a donné naissance donc au rubis ou embryon métallique de la pierre philosophale. Le second œuvre est terminé. Au sortir du second œuvre, l'alchimiste, muni de l'embryon métallique ou le germe de la pierre philosophale, va confectionner, à proprement parler, un véritable œuf dans lequel il logera justement cet embryon de manière à ce qu'il parvienne à maturité lors d'une grande coction. Il s'agit de la grande coction terminale ou 3e œuvre. La coction
se prolongera pendant une durée assez longue que l'on compare à la semaine des semaines pour les alchimistes. Lorsque l'œuf philosophal sera parvenu à maturité, la couleur rouge marquera le fait que le phénix renaît de ses cendres. La pierre philosophale comporte deux applications généralement connues. La transmutation des métaux vils en or, mais aussi et surtout la confection de la médecine universelle ou élixir de longue vie, qui est en fait l'or potable. Mais pour parvenir à la réalisation de la pierre philosophale, l'alchimiste ne doit jamais oublier que la patience est l'échelle des philosophes et l'humilité la porte de leur jardin, et que nul ne transmute aucune matière s'il ne s'est déjà transmuté lui-même.